Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Aujourd'hui, je reçois Aboubacar, journaliste chroniqueur, plus connu sous le nom de Booba ou bien le Black Justicier. Il nous dévoilera tout l'envers du décor de son parcours et les multiples initiatives qu'il prend dans le domaine associatif, auprès des jeunes, dans la musique, mais également toutes ses émissions sur le web, etc., etc. Son but premier, c'est surtout de construire des ponts invisibles qui mènent au dialogue, à la rencontre, au partage et au vivre ensemble. Bonne écoute à toi et surtout, prends ta dose d'inspi. Salut Aboubacar. Salut, ça va ? Ça va très bien et toi ? Tranquille, ça va. Bon, parfait. Je suis ravie d'être là avec toi puisque tu m'accueilles chez toi, dans ton chez toi, en tout cas quotidien. Je vais pas en dire plus puisque j'aime laisser l'occasion à l'invité de se présenter. En tout cas, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Dose d'Inspi et je sais qu'on va pouvoir échanger sur plein de choses tout concernant, puisque en tout cas, tu fais partie des personnes qui ont été inspirantes pour moi pour lancer ce podcast. J'ai suivi beaucoup de choses que tu faisais et sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Alors, la règle, c'est 3 mots ou une punchline ou le titre d'une chanson pour te présenter. Patient, généreux, enfin, c'est ce que les gens disent, et déterminé. Voilà. Oui, et, d'accord. Tu me disais le titre d'une chanson, c'est ça ? Tu peux aussi, qui te représenterait, en toi, qui permettrait de... J'aime la chanson Banlieusard de Kerry James. Ah. Je pense qu'elle me représente, je pense. Elle te représente. Ok, très bien. Donc les 3 mots, patient, généreux et déterminé. Et si on devait un peu faire une représentation d'une chanson une représentation de toi en chanson, ce serait Banlieusard. Ouais, on dirait ça. Voilà, super, ça. de Kerry James. Nickel. Bon, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, nous en dire un peu plus du coup sur toi D'où je viens, j'aime beaucoup parler de Grigny, tu vois. Oui. Tu vois, Grigny qui est, comment dire, comme pour les Marseillais, voilà. Nous on a un amour de Grigny comme les Marseillais ont un amour pour Marseille, tu vois. Donc pour moi Grigny c'est comme un pays, c'est comme limite il faudrait un visa pour y habiter, tu vois. Enfin, en tout cas pour y venir, tu vois. Et du coup voilà, moi j'ai 42 ans, bientôt 43. Je suis né en 1980. J'ai grandi à Grigny pendant 33 ou 34 ans, me semble-t-il. Voilà, j'ai 2 enfants, une fille de 14 ans et une autre de 7 ans. D'accord. Je travaille dans le social depuis 20 ans maintenant, tu vois, entre animation, médiation et insertion sociale. D'accord. Depuis 98, je suis dans le monde associatif, organisation de concerts, chantier solidarité, création de médias aussi. Et voilà, après aussi, on a créé aussi des clubs de boxe, parce que j'aime beaucoup la boxe, donc depuis 2002, je pratique la boxe en entraînement. Et voilà, ma vie, c'est être un black justicier, un super-héros des temps modernes, de la vie quotidienne. Et j'ai une ligue des justiciers dont certains ne savent pas qu'ils en font partie, dont toi. Ah oui, voilà. Quel honneur, merci. Super. Et je vois que les 3 mots de tout à l'heure n'étaient pas suffisants en fait pour te décrire. Là, je vois que tu as plein de cordes à ton arc et c'est formidable. Et au fur et à mesure de notre échange, on va pouvoir en découvrir encore plus. Moi, j'aimerais que tu me parles de tes débuts et notamment
de ton talent artistique, puisque je sais qu'à un certain moment, effectivement, tu as pu rapper. Et pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas vécu à ton époque, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge, justement, ton talent artistique s'est révélé et grâce à qui ou quoi tu as pu le développer? Je me suis mis à rapper en 1997. Donc bon, voilà, nous on est issus de milieux où il y a un ennui, j'estime être un ennui anormal, c'est-à-dire à un moment donné, on arrive à des âges où on n'a plus trop envie de fréquenter les maisons de quartier, tu passes des étés comme ça où on essaie de faire ce qu'on a à faire, et malheureusement des fois ne rien faire c'est succomber à toutes les tentations, comme dirait l'expression, tu vois, et je l'ai vraiment compris quand à un moment donné, avec mes gars on n'a rien fait, on a dit tu vois, mais heureusement que voilà, moi j'étais avec des gars bienveillants et voilà, on avait aussi les grands frères de nos gars qui on les suivait, tu vois. Donc nous on avait un gymnase au Labyrinthe, toujours encore, qui existe toujours, où il y avait tous les meilleurs basketteurs de la région qui venaient. Nous on jouait sur les terrains, sur les côtés, mais des fois on se posait au milieu pour voir les mecs. On était en NBA grignoise, c'était un truc de fou malade. Il y a même des gars aujourd'hui, je les vois, ils me reconnaissent, ils me disent tu te souviens de dunk que tu faisais, Nasser, tu te souviens de tel, tu vois. Et du coup, à un moment donné, vas-y, le rap il nous a pris. Nous, le rap il nous a pris dès 91, tu vois, on en écoutait. Moi j'avais mon gars Serge qui était DJ, déjà, pour moi c'était étonnant d'avoir une platine, tu vois. Je me disais, qu'est-ce platine, du son qui sort d'une platine. Avant il y avait des choses qui. C'était très rare, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui où tu as vu les jeunes, bien heureusement pour eux, ils ont plein d'opportunités. Pour eux c'est un acquis. Nous avant, c'était pas un acquis tout ça, tu vois. C'est un mec qui avait une platine qui mixait, on disait, waouh, tu sais, on passait des après-midi chez lui à regarder, tu vois. Émerveillé, Il était émerveillé, tu vois. Et du coup, lui, c'était notre fournisseur de sons, tu vois. Donc, il venait chez moi avec des nouveaux sons, nouvelles cassettes. J'avais mon gars Crimo qui était dans le bâtiment en face. On faisait des concours d'enceintes, tu vois. Tu sais, vas-y, qui a le meilleur son dans son enceinte. Du coup, il m'a fait découvrir Dr. Dre, Chronique en 92, Serge était mon fournisseur, et puis d'autres gars encore, tu vois. Du coup, à un moment donné, en 96-97, on s'est dit, vas-y, en écoutant les mecs de Time Bomb, tu vois, dont Booba a fait partie, Lunatic, les X-Men, Jedi et tout ça. En fait, voilà, à un moment donné, on s'est dit, vas-y, on va se mettre à rapper, tu vois. Et du coup, on s'est lancé dedans. Et du coup, moi, je dessinais de base, en fait, tu vois. Moi, je faisais des bandes dessinées, toutes ces choses-là, tu vois. J'achetais du papier canson, j'achetais des comics, Marvel, DC, j'imitais, je regardais, puis en fait je dessine depuis que j'ai 7 ans ou 8 ans, tu vois. Et à un moment donné, quand je me suis mis à écrire, j'ai arrêté de dessiner, tu vois. Et carrément, je mettais la date, tu vois, 96, 97, sur les papiers canson de l'époque où je dessinais, et ça coïncide. Puis là, quand à un moment donné, je me suis arrêté de dessiner. Tu as transposé finalement ton talent artistique vers d'autres choses, plus vers l'écriture. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque? En fait, déjà mon premier texte, je l'ai volé à Serge d'ailleurs, tu vois. C'est un jour, on va chez lui, tout ça, et je vois que lui, il se met à rapper, tu vois. Justement, c'était son anniversaire, et à l'époque, on ne se filmait pas comme ça, c'était pas aussi fréquent, tu vois. Il avait une caméra, et il avait mis expression directe, je sais plus quelle chanson, Dîner pour survivre, tu vois. Du coup, nous, on était là, on chantait, il nous filmait, on chantait le truc, tu vois. Et puis, il avait mis le crimpé aussi, tu vois. Du coup, il avait dit, les gars, j'ai un texte, toi. Hey, fermez vos yeux. Mon texte, il est quelque part dans ma chambre. Hey, fermez vos yeux. Donc en fait, j'ai regardé. En fait, il a sorti son texte d'un poster, peut-être derrière un poster. En fait, il a commencé à rapper son texte. Et dès qu'il a remis dans son poster, j'ai attendu que nous partions tous. À un moment donné, les gars, on va dehors. J'ai volé son texte. J'ai rappé. Tu vois, donc son premier texte, je l'ai volé à Alex, tu vois, à Serge, tu vois. Et du coup, en fait, voilà, à un moment donné, à force d'écrire au fil des années, je me souviens qu'à un moment donné, un jour, c'était dans un moment un peu sombre. Et moi, ce que j'aimais faire, c'est écrire dans mes téléphones et après retranscrire par écrit. Tu vois. Donc, des fois, je passais des journées à faire ça. D'accord. Et du coup, un jour, en faisant ça, quand j'ai fini de retranscrire pas mal de textes que j'avais dans mon téléphone et par écrit, parce que moi, j'ai plein de cahiers où j'ai des textes que j'ai écrits, ne serait-ce que c'est même pas forcément des textes avec des rimes, tu vois, mais vraiment c'est mes pensées. Et un jour comme ça, j'ai fini d'écrire mes pensées comme ça, et je ressens en moi une sensation de comment dire, comme si je me suis, voilà, ça y est, j'ai extériorisé, j'ai vidé. Ouais. Et c'est là que j'ai capté que c'était vraiment thérapeutique d'écrire, tu vois. Exactement. Je m'arrête pas, tu vois. J'ai des audios là dans mes téléphones. Tout ça, mes téléphones, faut pas que je les perde. J'ai des audios, des trucs, des pensées, des choses que j'entends à la télé, que ce soit des émissions politiques, que ce soit des documentaires. Je vois des formulations de phrases, dire ouais, ça, j'ai toujours pensé à dire ça, mais je sais pas comment le dire de bonne manière. Hop, je te l'applique, tu vois. Ou voilà, où j'ai des rimes qui me viennent en tête, ou des
Voilà, comme dirait un grand auteur, un puzzle de mots et de pensées, tu vois. Du coup, moi, j'ai plein de puzzles dans ma tête, je les assemble et j'écris, tu vois. Très bien. Ouais, c'est le mot, ouais, tu as dit que c'était thérapeutique, moi j'allais même dire salvateur, parce que finalement l'écriture, c'est fou à quel point on met sur papier toutes nos émotions, même des fois dans des moments de colère, de rage, etc. Au lieu de le garder, de le contenir, et que demain ça explose par de la violence envers autrui ou quoi qu'est-ce, bah, effectivement de le mettre sur papier, c'est tellement mieux pour soi et pour les autres. Donc ouais, on n'imagine pas la force d'écriture, mais c'est vrai que toi... Parler aussi. J'ai toujours un de mes anciens, un Comorien de chez moi, notre grand, qui nous a mis dans les médias d'ailleurs. C'est à une époque, il m'a toujours dit, trouvez quelqu'un à qui vous parlez, qui ne vous juge pas, juste pour vider votre sac. Parce que de toute manière, c'est reconnu, hein, quand tu ne parles pas et que tu ne t'exprimes pas, tu peux tomber malade. Oui. Crise cardiaque, AVC, plein d'autres maladies, tu vois. Tu es là, tu peux avoir des maladies à l'estomac, hernie, tu te dis comment ça se fait, bah, je ne parle pas. Donc, du coup, moi, j'essaie de trouver des gens avec qui on discute, on parle, parce que moi, ma vie, c'est avoir des discussions avec des gens qui refassent ma journée. C'est ça ma vie, tu vois. C'est des discussions off, on discute, tu vois. Et du coup, voilà, j'estime qu'il faut parler, parce que parler, ça contribue à nos guérisons dans cette société malade. Oui, tu vois. Totalement. Il faut. Totalement. Ok. Donc, c'est à l'âge de... Oui, tu m'as dit, c'est à quel âge? Tu m'as dit l'année. Oui. Ouais, 17 ans. Je suis en 80, donc 17 ans. 17 ans. Donc, à 17 ans, tu as commencé en tout cas à développer ça. Donc, finalement, c'est grâce aussi à l'entourage, les amis que tu avais autour de toi que tu as pu bien pratiquer ça et le développer. Il n'y a pas une personne précisément. Ouais, on était tout un groupe. Hein. Moi, j'avais mes gars, qui j'ai grandi dans le quartier à l'Ellipse, CDR, et après, on a formé le groupe Disciples, Sacro, du 109.1 collectif. Après, moi, j'avais les choses en grand, donc du 109.1, je me suis dit. D'ailleurs, j'ai volé ce nom à un gars à moi, un jour. Hein, il devait faire une mixtape qui s'appelait du 109.1, et j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, le nom, il est bon, il est pas mal. Très, très bien. On va dire que tu t'en es inspiré. Ah, voilà, je me suis inspiré de, tu vois, et du coup, on a formé un collectif avec différents rappeurs de différentes villes, Grigny, Viry. Donc, on répétait au studio Mermoz, Jean Mermoz, studio 21 juin, l'association à Viry-Châtillon. On avait fait organiser notre premier concert, parce que c'est là qu'on a formé notre première assoce pour organiser des concerts. D'accord. Avec l'escadrille, nous-mêmes, Basique, Ando et Vestat, les gars, nos grands à l'époque de Viry-Châtillon qui rappelaient, tu vois. Et puis après, voilà, on a sorti un projet qui s'appelait Première Approche le A. À l'époque, c'était inédit de sortir des CD, tu vois. Donc, c'est autoproduit avec notre assos. Du 109.1, CDR qu'on a monté aussi parce que c'était une assoce qui était vraiment, dont le concept était vraiment revenir aux origines africaines, donc apprendre. Donc des fois on se réunissait chez moi les dimanches et on apprenait tel pays d'Afrique, tout ça, mais ça partait souvent en freestyle parce qu'à l'époque c'est là où les fournils sont arrivés, tu vois, tu sais, les histoires de... Oui, 7 croissants achetés, 2 €, donc en fait on faisait du thé, on mangeait chez moi, donc en début on commence à être sérieux, puis tout d'un coup on part en freestyle, tu vois, on boit du thé, on mange, tu vois. Et quoi qu'il en soit, on était dans cette démarche-là, et puis après j'ai collaboré avec différentes personnes au niveau du rap, tu vois, dont mes gars de Brock Records avec lesquels j'ai sorti 2 projets, Brock versus Black 10 ronde 1 et Brock versus Black 10 ronde 2. Donc c'était concepteur versus rappeur et sur des samples, tu vois. Et puis en 2015, à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je m'arrête, tu vois. Mais voilà, avant vraiment que mon groupe du 109.1 s'arrête, on va dire. Après, j'ai rappé avec un ami à moi qui s'appelle ODAS, avec lequel on a fait pas mal de scènes. Donc, voilà, de 97 à 2015, des mixtapes, des scènes, des compilations, dont une compilation qui s'appelle Parachute Connexion, de mon gars Dipiz. Et voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, 2015, c'est bon. Est-ce que c'est là que tu décides du coup de travailler dans le monde de l'insertion professionnelle ou finalement le monde de l'insertion professionnelle, enfin sociale, l'insertion sociale, était présente bien avant et c'est un peu imbriqué avec ce que tu faisais aussi dans la vie de tous les jours? En fait, ma vie, c'est une succession j'appelle ça des accidents, tu vois, c'est-à-dire, et beaucoup de... Bon, c'est péjoratif ce que je vais dire, mais c'est vraiment... J'avais la flemme de faire certaines choses et du coup j'ai fait des choses parce qu'à un moment donné il fallait le faire, tu vois, parce que mes parents... Peu par défaut? Ouais, par défaut on va dire, tu vois. Et j'hésite pas à dire la flemme, parce qu'en vérité... C'est un peu ça. Tu es au lycée, t'es à l'époque du bac, tu commences à écrire, à rapper, tu mets ça plus en avant que le fait d'aller... T'as pas ton bac, pendant 4 mois tu galères. Nous à l'époque nos parents c'était beaucoup derrière nous, donc ma mère... Elle me disait, tu peux rester comme ça.
c'est pas possible, parce que j'étais plus grand, tu vois. Enfin, je suis plus grand, donc sinon tes frères et sœurs ils vont te suivre. Donc, du coup, en 4 mois, j'ai trouvé un taf, médiateur, que j'ai fait de 2000 à 2006, entre Corbeil, Lys, Évry. Donc voilà, médiateur, il fallait régler des conflits de rixes interquartiers, des trucs. Des gars que je revois aujourd'hui, 20 ans après, qui me disent. Mais quoi qu'il en soit, en 2004, après, je passe un diplôme, enfin, je passe une formation pour rentrer dans le monde de l'animation, tu vois. Donc c'était un BTEP, qui est aujourd'hui un BPGEPS. Ensuite, 2006, médiation s'arrête. Pendant 3-4 ans, je fais un peu d'animation. 2009, la médiation me retrouve. Tu vois, des gars me disent bon, vas-y, viens. Médiateur à Grigny de 2009 à 2013. À un moment donné, ça s'arrête. Donc moi, je déménage, tu vois, en même temps. Tu vois. Oui. Je m'en vais. Et du coup, en déménageant, à un moment donné, je vois qu'il me faut un peu plus d'argent. Donc je ne peux pas rester comme ça. Tu vois. Donc à un moment donné, des gars aussi me disent Bouba, Massi, il y a un taf d'animateur. Je dis, les gars, animation, moi, c'est fini pour moi. Je n'en veux plus, laissez-moi tranquille. Et du coup, en fait, à un moment donné, voilà, j'étais avec une femme, donc à un moment donné, il y a des enfants, tout. Je dis, mais tu vois, il va falloir que. Tu vois, c'était comme ça, tu vois. Il y a un peu d'argent qui rentre, mais pas assez. Donc du coup, vas-y. Je me dis, je vais à cet entretien-là, et j'apprends pendant l'entretien, en fait, que c'est pas qu'un taf d'animateur, mais un taf d'animateur insertion. Et quand je l'ai compris au bout de 30 minutes d'entretien où je me défendais, mais je me disais, bon, tranquille, même si je l'ai pas, ça fera, mais tranquille, je me défends, tu vois. Dès que j'ai capté que c'est un taf d'animateur d'insertion, là, j'ai enclenché la 4e. J'ai dit, il faut ce taf-là. Tu vois, parce que là, j'ai goûté à différents métiers du social, mais l'insertion sociale, là, c'est un truc qui me parle. Tu vois. D'accord. Ça se rapproche de l'éducateur spécialisé, je dis. Et du coup, j'ai tout fait pour l'avoir. Et puis, je savais qu'à un moment donné, qu'ils m'ont pris pour diverses raisons. Et très bien. D'où le fait qu'on se retrouve là, dans le centre social dans lequel je travaille depuis 2013. Oui. Et il y a un côté challengeant, je trouve, effectivement, parce que de repartir sur un poste que tu as déjà vu, et je peux comprendre qu'il y a ce côté un peu redondant ou pas du tout attractif, mais là, effectivement, il y a eu quand même une dimension qui pouvait te challenger et qui te permettait de garder le lien avec ce que tu avais déjà fait, mais tout en développant beaucoup plus de choses. C'est ça. Donc là, l'insertion sociale est présent. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur le public que tu accompagnes ? Moi, j'ai un regard... T'as vu, des fois, dans nos métiers, on va dire, l'affect, tu vois, limite, c'est pas ce qui est dit dans nos métiers, mais limite, l'affect, c'est interdit, tu vois. Mais moi, j'ai de l'affection pour le public auquel... Moi, il y a des gars, aujourd'hui, quand je suis arrivé en 2013, comme je te disais en off, le centre social dans lequel on est là, c'est un centre social qui existe depuis 4 ans. Mais avant ça, il était situé plus dans le quartier Place de France, tu vois. Ce qu'ils appellent le Rouge. Le quartier qu'ils appellent le Rouge, les jeunes, mais ça s'appelle le quartier Place de France. D'ailleurs, on est même à Place de France ici. Mais il était plus. Et du coup, il était identifié par des jeunes et malheureusement, tu vois, bien heureusement pour eux, ils ont grandi là-bas, ils ont eu leurs grands qui leur mettaient bien sur des activités ci et ça, mais il y avait aussi un côté obscur, tu vois. Et ce côté obscur, ils n'en avaient pas forcément bien conscience, les mecs, tu vois. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Moi qui vient d'une ville qui a été classée à un moment donné la ville la plus pauvre de France, et bien que les gens soient riches de cœur, j'ai vu des choses où, mec, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un centre social, tu vois. Oui. C'est-à-dire avoir des attitudes un peu ghetto, mais dans un centre social, fumer, boire, tout ça. Du coup, en fait, à un moment donné, je sais qu'on m'a aussi recruté parce que, il faut orienter ce public vers les institutions, mais aussi un peu, beaucoup même, les gars, régler ce problème où les jeunes, il faut leur expliquer qu'il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire dans les centres sociaux. Et du coup, ça a pris pas mal de temps. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que moi, je savais avec qui j'allais me prendre la tête. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, il y en a 2-3, là, je sens, ils ont les têtes dures. Je vais prendre la tête avec eux. Mais mon but, moi, que je suis arrivé dans une démarche où, je vous écoute, on discute, on est issus des mêmes milieux. Et moi, mon outil, c'était le débat. Dès que je suis arrivé, on débat. Donc, à chaque fois, après, je les voyais, on se voyait, vas-y, tu lances un débat, vas-y, ça dit quoi ? Donc, et ça m'arrivait, toutes les 2-3 semaines, de faire des grandes morales générales pour leur dire, les gars, vous faites quoi ? Et dès que c'est les mecs... Et c'est là où je rebondis sur l'affect. Le public issu des quartiers, nous, on est très humains. Tu vois. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes issus des quartiers, on est très humains. Et à un moment donné, il y a de l'affect. C'est juste qu'à un moment donné, il faut doser cet affect. Mais quoi qu'il en soit, il y a que l'amour qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, on soit tellement, on soit tellement liés que je puisse me permettre à un moment donné de vous mettre un coup de pression parce que...
Voilà, il y a du respect, dans le respect, il y a de l'amour. Donc du coup, demander, je mets des coups de pression. Tu vois, dès qu'au bout de 2-3 mois, je dis, les gars, c'est quoi? C'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière-là devant des parents, devant ci et ça, tu vois. Et du coup, après, voilà, moi, je les ai toujours respectés, et il y a de l'amour entre nous, et du coup, aujourd'hui, les mecs qui, à l'époque où je suis arrivé, ils avaient 19 ans, 20 ans, 17 ans, 16 ans, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, et quand je vois tout ça, ils nous invitent avec les collègues, tu vois, parce qu'on est toute une équipe, en fait, tu vois. D'accord. Équipe d'insertion, où notre... dans l'équipe dans laquelle je suis arrivé, il y avait un gars qui s'appelait Yannick, qui est aujourd'hui notre responsable, Ousmane, Rodolphe, Olivier. Voilà, on était répartis dans les 4 coins de Massy pour faire ce même travail que j'ai fait dans ce centre social et dans ce côté de Massy, avec Rodolphe aussi, mon binôme direct. Ils l'ont fait dans les autres coins de Massy, et du coup, on a contribué à la paix avec nos équipes de nos centres sociaux et nos équipes de notre service. D'accord. À la paix dans Massy, c'est-à-dire que ce public de plus de 18 ans ou de 16 ans et plus et en marge ne chasse plus les autres publics. Et du coup, c'est un travail sur 10 ans qu'on a fait. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'imagine toujours que c'est un chantier long. Et tout à l'heure, quand je te parlais de regard, je comprends effectivement que tu as un regard plutôt bienveillant envers eux, avec beaucoup de respect, avec de l'amour. Effectivement, l'affect, de toute façon, pour n'importe qui, c'est difficile de le mettre de côté. Moi, je le compare un peu avec mon métier qui est dans les ressources humaines et plus précisément dans le recrutement. C'est comme quand on recrute, on est censé être 100% objectif, mais on sait que c'est pas possible. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça où effectivement, on travaille, mais en même temps, on peut utiliser les choses, on va dire, à bon escient. Et je comprends que tu n'as pas du tout un regard fataliste que certains, même médiateurs ou travaillant dans le monde social, moi certains, je les entends avec un discours très fataliste vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est pas du tout ton discours. Et je trouve que ça donne de l'espoir, c'est bien, parce que finalement, chaque jour, tu te dis, non, c'est un défi, et on peut effectivement sauver les choses pour eux, quel que soit leur âge, même si je comprends que tu travailles avec une tranche d'âge bien précise. Et puis s'ils sont là, s'ils viennent, c'est qu'il y a encore un petit peu d'espoir même dans leur tête. Et du coup, je rebondis sur leur tête. Moi, ce que je fais avec les gens, généralement, c'est que je m'enrichis de la richesse des gens, tu vois. Et du coup, moi, j'ai fait en sorte de rentrer dans leur tête. Et du coup, et eux-mêmes sont un peu rentrés dans la mienne, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, je suis rentré dans leur tête pour déceler. C'est pour ça que j'ai pas ce discours fataliste. Il y a tout un travail même qu'on a fait avec mon équipe, où on a monté un dispositif avec d'autres, avec nos responsables et d'autres, qui s'appelle Objectif Emploi, qu'on a écrit avec d'autres. Très bien. Moi, le travail qu'on peut faire, c'est parce qu'on a... En fait, je suis arrivé dans une ville que je respecte dans la mesure où ça travaille. C'est-à-dire, même les équipes, tu vois, on est dans mon centre social, où dans chaque centre social, il y a le secteur famille, secteur enfance, secteur insertion, qui est nous-mêmes, et le secteur jeunesse. Et les gens travaillent à Massy. C'est magnifique. Oui. Tu vois, il y a des collègues qui sont là, qui élaborent des projets innovants. Nous, on a fait en sorte d'élaborer avec nos différents responsables et aussi avec la MEF, la mission locale, et nous-mêmes, un dispositif qui s'appelle le SAS, où pendant 7 jours, tu vois des jeunes qu'on suit, parce que chacun d'entre nous, on suit une trentaine, voire une quarantaine de jeunes. D'accord. Donc, ceux qui sont plus en difficulté pendant une semaine participent à des ateliers, donc ça peut être des ateliers d'éloquence, récemment avec Jamé qui a fait dans le film Banlieusards, Rachid Santaki, donc travail l'orthographe, dictée géante, Zakaria Atou, qui a participé aux Jeux Olympiques, boxeur, ancien professionnel qui aujourd'hui donne des cours de boxe. Donc pendant une semaine, on leur fait faire plein d'activités pour qu'ils s'épanouissent un peu plus, et histoire de casser leur quotidien, et nous-mêmes casser notre quotidien avec eux, par rapport à notre suivi, tu vois. Oui. Donc du coup, on travaille même avec des offices HLM, par exemple, c'est des résidences ici, avec lesquelles on élabore des projets parce qu'ils ont du budget pour travailler dans le social. Donc mon travail, je le vois comme un cheminement et un combat, tu vois, parce que réellement on travaille et réellement on atteint des objectifs. Et là, avec une entité qui s'appelle Soparks, que je connais très bien, on a fait en sorte de mettre des débats en place pendant 1 an et demi dans les différents quartiers de Massy par rapport au RICS interquartier, parce qu'il y a depuis 25 ans, il y a un phénomène de RICS interquartier où malheureusement il y a un jeune qui est décédé il y a 3 ans, qui habitait à Roubaix d'ailleurs. Et du coup, tout un travail qui a été fait pour emmener les plus grands qui ont initié ces jeunes-là, avec la question récurrente, en tout cas dans la première étape qu'on avait lancée, c'était
Les rixes interquartiers sont un héritage des grands des quartiers, et il y avait ces mêmes grands qui sont venus s'exprimer auprès des jeunes pour leur dire, les gars, on a contribué à tout ça, on a même lancé ça, s'il vous plaît, arrêtez. Tu vois, il y avait mea culpa avec des parents aussi qui sont venus, il y avait tout un... Voilà, nous, on est un peu spécialisés aussi dans le podcast, donc dans des émissions podcast, donc en fait, ce qu'on a fait dans la première semaine, c'est faire des débats, à la fin de la première semaine, enregistrer ces débats sous forme de podcast, dans les 4 coins de Massy avec les jeunes. Deuxième semaine, repartir dans les 4 coins de Massy, leur faire visionner tous les podcasts. Donc les gars ont vu leurs adversaires, ou leurs ennemis entre guillemets, et on a fait des arrêts sur image pour expliquer qu'il n'a pas voulu dire ça, attention. Hein. Deuxième semaine, enfin la deuxième étape, pendant une semaine, redébat dans les 4 coins de Massy avec les parents et les grands pour qu'ils viennent s'exprimer et que tu as vu, il y a eu des dialogues entre des parents et des jeunes. Des parents qui ont expliqué que vous avez vu quand vous êtes là tous en mode, tous ensemble dans des bâtiments et que vous salissez, bah, c'est nous qui faisons le ménage, c'est vous qui nettoyons après. Il y a des jeunes qui ont dit oui, des fois vous ne dites pas bonjour et nous ça nous frustre un peu, mais vous avez vu, quand vous avez des sacs à porter, que vous savez que nous on vient toujours voir, oui c'est vrai. D'accord. Donc c'était vraiment un lieu d'échange entre les deux alors que ça n'arrivait jamais, finalement ils ne se parlaient pas. Et il y a eu une troisième étape où c'était le grand débat, on a réuni les 4 quartiers de Massy, les institutions, la police, les responsables, tout. Et on a aussi emmené des référents de 2 villes, Villers-sur-Marne, Champigny-Bois-l'Abbé, où il y avait 2 jeunes qui sont venus s'exprimer, qui font partie de ces villes-là, parce qu'ils ont réussi à éradiquer ce phénomène de rixe interquartier en faisant en sorte que des grands, des responsables politiques, institutionnels s'en mêlent. Et du coup, ils ont réussi à régler ce problème-là parce que malheureusement, il y a un grand de chez eux dont le fils a failli mourir suite à ces rixes interquartiers, que son père et ses potes avaient initié à l'époque. Donc en fait, des gars qui ne s'est pas parlé depuis 20 ans, qui ont 40 ans aujourd'hui, se sont tous appelés, on réunit tous les petits, on dit les gars, vous allez arrêter. On forme des associations, on leur met un bon coup de pression d'abord, association, séjour interquartier, activité interquartier, et comme dans un film, lors d'un séjour, 2 mecs à un moment donné, qui se regardent en chaîne de faïence, se sont rapprochés, on jouait à la console et on commençait à dire « Je m'excuse pour le coup de couteau que je t'ai dit là ». Ah, moi aussi je m'excuse pour le coup de couteau que je t'ai dit, ils sont pris dans les bras comme dans les films. Du coup, il y a réellement un exemple en tout cas en France où ce phénomène s'est oui, voilà, ça a pu être éradiqué. On est en train de faire ça le jour du grand débat. Ces mêmes jeunes sont venus parler de tout ça. Très bien. Et les jeunes qui, à la base, en tout cas des 2 quartiers de Massy qui étaient vraiment en conflit, on leur a proposé, est-ce que vous êtes prêts à faire un séjour interquartier? Ils ont dit oui. Donc là, cet été, on va le faire. Il y a des maraudes d'interquartiers qui vont avoir lieu, d'autres activités aussi liées au rap. Super. On y avance à grands pas là. Ah là, on est dans un combat où on le voit. Donc moi, c'est pour ça que le combat me stimule. Oui. Et puis c'était bien de faire venir justement ces personnes-là du quartier de Champigny pour montrer que regardez, aussi ils étaient dans un moment où on aurait pu dire non c'est foutu et ça va jamais s'arrêter, et finalement si c'est possible, mais en mettant des actions bien concrètes et en permettant à ce que les 2 parties se parlent, échangent et partagent des choses ensemble, bien sûr c'est possible, et sans faire appel à chaque fois aux forces de l'ordre, parce qu'il y a ça aussi qui peut des fois peut biaiser les choses, et je trouve que là les 2 quartiers c'était vraiment Champigny-Bois-l'Abbé et Villers-sur-Marne, en guerre depuis 30 ans, et franchement j'ai fait une émission, disons les choses, où j'ai réuni un peu ces gars-là qui sont à l'initiative de ça, et ils l'expliquent dans une émission aussi. Tu vois. Oui, très bonne transition là-dessus, puisque si tu veux tout savoir, justement l'émission Disons-nous les choses, donc qu'on retrouve sur YouTube, eh bien moi j'ai découvert ton émission via cet épisode. Et je me suis dit, mais punaise, mais enfin, il y a une émission qui parle de ça, qui parle de choses que je connais de près ou de loin, mais en tout cas moi j'ai vécu dans un quartier à Aulnay-sous-Bois et je sais qu'il y a des rixes aussi, mais jamais on comprend d'où ça vient et pourquoi ça continue. Et là j'avais en face de moi une émission où les protagonistes étaient là, les gens se parlaient et ils exprimaient des solutions qu'ils ont mis en place et qui a marché, et je me suis dit mais c'est trop bien. Et franchement ça m'a fasciné, et de là j'ai enchaîné plein d'autres épisodes et nous voilà ici. Donc j'ai envie de dire vraiment merci pour ça, pour cette initiative, parce que c'est un terrain, un lieu où tu as pu donner la parole à ces personnes, et tu permets à d'autres de comprendre cela, qu'ils soient de près ou de loin proches de ces environnements là, mais surtout de ne pas avoir un côté
de les condamner, condamner les personnes issues des quartiers. Non, c'est pas ça en fait. C'est des choses beaucoup plus profondes. Et ça me permet vraiment de comprendre ça. J'aimerais que tu nous parles justement de l'émission Disons-nous les choses et que tu nous expliques d'où c'est né, d'où t'es venu en tout cas l'idée et quel était l'objectif de départ afin de venir un peu aux origines. Donc, disons les choses en fait. Voilà, bon, là on fait des bonnes transitions depuis tout à l'heure, c'est magnifique. En fait, je me suis arrêté de rapper en 2015, suite au fait que, comme j'ai dit, j'ai déménagé. Vous savez, nous les hommes, quand on va habiter chez une femme avec laquelle on a été, à un moment donné, si c'est pas chez toi, tu rentres chez toi. Donc, je suis rentré chez moi. Donc j'arrive à Grigny, j'arrive, je dors chez un tel, et à un moment donné, voilà, j'étais dans mon projet Brank versus Black This Round 2, et en plus, j'avais vraiment travaillé des morceaux avec les gars. À un moment donné, cet événement-là m'a vraiment démotivé. J'ai dit, j'étais en train de clipper des trucs, j'ai dit, mais finalement, ça ne me motive plus, là. Ça y est, j'étais comme un peu éteint. Et du coup, plein de gars qui sont venus me parler, ça dit quoi, tu vois, et dont mon grand, à qui j'ai dormi, tu vois, pendant que moi j'étais pas là, mon association qui s'appelle Bloc contre musique, avec laquelle, qui existe depuis 2006 ou 2007, voilà, avec laquelle on organise un festival qui s'appelle Mon Festival depuis 2009, où on invite des artistes internationaux, pour mettre en lumière des artistes en train de se confirmer. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait Central C qui était là, et au fil des ans, on a eu Buckel Lay, Sam Mary, Lloyd Banks, plein d'autres gens, Psychiatre de la Rime, plein de gens. Et à un moment donné, il me dit, Bouba, on a monté le média en 2014, et moi, je me souviens qu'en 2014, moi, un jour, je redescends, j'étais dans le 9-3, je redescends, et je vois, ils ont créé un média. Ils me disent, on a créé un média avec l'émission Néo Musique, qui était plus une émission qui parlait de rap, et dont ils ont invité pas mal de gens, des gens de chez nous aussi, Juicy P, LMC Click, plein de gens. D'ailleurs, c'était la première émission à laquelle j'ai assisté, et j'étais là, je regardais ça comme ça, je disais, ouais, c'est pas mal. Jamais de la vie, je me suis dit, j'allais faire ça. Moi, j'ai regardé mes gars faire ça, Grice et Max Payne, et je disais, ouais, tranquille, franchement bien. Donc j'ai assisté vite fait, après je suis retourné dans le 9-3. Et quand je suis revenu, la tonton, passe-toi, il me dit, bon, vu que depuis 2012, j'animais aussi des projections débats via un de mes frères avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Kizo, qui avait un projet qui s'appelle Gang Story, l'histoire des gangs de 45 à nos jours. Il y a le livre photo avec Yann Morvan, il y a le documentaire en 2 parties qui était paru sur Planète Plus. On peut voir MC Jean Gabin, Joe Dalton et même les skinheads, parce que lui il est parti carrément interviewer les skinheads, des anciens skinheads, tu vois, pour avoir leur point de vue sur l'époque. Il y a des images d'archives de l'époque, et franchement ce Gang Story magnifique. Et de 2012 à je sais pas moi, pendant 1 an ou 2, j'ai pas mal tourné avec lui pour animer les débats, tu vois. D'accord. Du coup, en fait, je me suis expérimenté au fait d'animer des débats en public. Donc tout le monde m'a dit, mais viens faire ça dans une émission. J'ai dit non, je veux pas. Je veux pas, laisse-moi. Donc du coup, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Et à un moment donné, je sais pourquoi, à un moment donné, je commence à réfléchir et je me dis, mais... Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'à un moment donné, en fait, je viens de me souvenir il y a quelques semaines que j'ai décidé d'investir, disons les choses, parce qu'à un moment donné, j'avais un projet de politique. Je voulais former un parti, tu vois. C'est-à-dire, j'entends depuis des années, mais il nous faut des gens qui nous représentent. Hein. Et je me suis dit, mais vu que je connais pas mal de gens là, je me suis dit, ça se trouve, le fait que je me présente et que je rentre dans cette sphère politique, peut-être qu'on va changer les choses. Du coup, en fait, j'ai accepté, j'ai vu tonton, je dis, tonton, j'accepte, et parce que je veux monter un parti. Il m'a dit, enfin, voilà. Vas-y, tac. Donc, il m'a donné tous les outils pour le faire. Et du coup, en fait, dès la première émission, moi, je suis parti dans donner la visibilité au monde associatif. Donc, du coup, vu que je suis parti du monde associatif depuis 1998, avec différentes thématiques que j'ai citées au début de notre entretien, je me suis dit, je vais mettre en avant donc tous les gens que j'ai connus dans le monde associatif, j'ai commencé à les ramener. Et en fait, en les amenant, parce que voilà, l'adage et le slogan du média Blanc contre Radio, et notamment de Disons les choses, c'est rendre visible l'invisible. Et on s'est dit que les gens de l'ombre qui œuvrent pendant X temps, même pas de reportage sur eux, même pas d'interview, mais rien qu'ils œuvrent et ils ne demandent même pas à avoir de la lumière. Je dis, on va leur donner à notre humble échelle, leur donner un peu de lumière. Et en fait, en donnant de la lumière, et à un moment donné aussi, en faisant des reportages dehors avec mon gars Kong, parce qu'à un moment donné, nos locaux, on ne pouvait plus faire nos émissions dedans parce que voilà, c'était l'été et ci et ça. J'ai dit à mon gars Kong, que j'appelle le couteau congolais, parce que
cadreur, mécanicien, tout. Il fait tout. Il monte des sites. Il m'a dit, tu sais quoi, je peux avoir une caméra et vas-y, toi, tu vas faire l'intervieweur. Et du coup, on a eu vent de ce qui s'est passé avec Adama Traoré, à Beaumont à l'époque. Et on s'est dit, vas-y, tiens, prends ta caméra, va là-bas. Et on est allé en 2016. Et c'était en 2016, tu vois. Et du coup, on est allé. Et ce qui était innovant dans notre démarche, c'est de voir un grand Renoir avec une barbe foncée venir avec un micro faire le reporter. Tu vois. Et les gens ils étaient choqués, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, parce que c'était jamais vu. Tu vois. Les gens de notre profil ne font pas ça. Tu vois, ils savent faire à d'autres choses, tu vois. Mais du coup, avec Kong, on a vraiment développé ce truc-là de faire des reportages, des street reportages. À un moment donné, Kong il dit t'as vu, je vais te laisser tranquille. Dis-moi quoi acheter comme caméra, ci et ça, et je vais le faire moi-même, tu vois. Je serai plus forcément visible à faire des interviews comme ça, mais en tout cas. Je mettrai les gens face caméra. Tu me dis quel matos acheter. Il m'a dit vas-y achète ça. Et du coup divisons les choses, ça a démarré comme ça jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux émissions qu'on fait à présent, quoi. D'accord. Ok, super. Donc beaucoup de présence terrain au début pour disons les choses. Ouais, il y a plateau et beaucoup de terrain. Oui. Ouais. Parce que je revois aussi des émissions sur YouTube où on voit que tu es sur le terrain. Ouais. Et en effet, même si aujourd'hui on ne te voit plus sur les studios, mais en tout cas, il y a cette thématique qui revient systématiquement. C'est déjà d'aborder des thèmes qui ne sont pas souvent abordés, voire jamais. Et de mettre en relief différents points de vue, différentes personnes qui ne se seraient pas rencontrées si ce n'était pas ton émission. Et c'est ça que je trouve formidable. Et je me demandais comment tu fais pour construire justement un épisode et est-ce que tu as d'autres émissions en dehors de Dis donc les choses. On a d'autres émissions et vite fait avant de répondre à ta question, voilà, je te le dis clairement, nous on est des enfants gâtés à qui tonton a mis tout à disposition. Ah oui. Je veux dire, et en fait, pour moi, c'est pas si difficile de faire ça dans la mesure où tonton, lorsqu'il a créé Bloquante Musique, je suis à l'époque en 2006, il est venu me voir chez moi, il m'a dit au début il me traquait, je disais j'étais pas trop chaud pour travailler avec lui, tu vois. Et voilà, c'est tonton, c'est notre grand et voilà, il avait une réputation qui faisait que je disais non, moi je vais pas travailler avec lui. Et à un moment donné, en 2006, je me suis dit vas-y, c'est quoi 2007-2008, vas-y. Viens chez moi, explique-moi tout. Et il m'a expliqué tout son plan, festival, la radio, ci, ça. Et il a tout accompli. Et j'étais avec lui, tu vois. Très bien. Et du coup, à un moment donné, voilà, moi la manière dont les... Quelle était la question déjà, dis-moi ? Comment se construit un épisode Dis-nous. Voilà, et du coup, voilà, moi je le construis comme une chanson de rap ou autre classique. C'est-à-dire, trouver les bons featuring, les bons ingrédients et le bon cheminement, tu vois. Donc, j'écris ces émissions comme j'écrirais une chanson avec le pont, le début, l'introduction et puis la fin, ou comme un film ou comme une série même, tu vois. Moi, voilà, il y a l'introduction, il y a le moment où on pose le sujet, il y a le moment où on pose des questions qui se corsent un petit peu, et puis le moment où on arrive à la conclusion, tu vois. Et vraiment, voilà, j'essaie de faire en sorte que les émissions soient vécues comme si on regardait une série ou un film, et essayer d'y avoir les bons éléments et des personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais avec qui je me dis, vu que j'ai parlé avec elles en off, et que j'ai fait ce travail d'investigation et même de rentrer dans leur tête, tu vois. Et la plupart des gens, tous qui participent à des choses, c'est des gens avec qui j'ai déjà discuté, ne serait-ce qu'avoir une discussion avec eux, j'ai dit, toi t'as du jus, toi tu vas envoyer. Et je sais que tu vas envoyer, parce que voilà, tu sais t'exprimer, tu sais exprimer les choses et poser les choses. Et à un moment donné, par rapport au thème, tu as des choses à exprimer et ça va être magnifique. Et j'estime que, comme m'a dit un refrain que j'ai rencontré là récemment à Ivry, c'était ce week-end, qui m'a dit cette émission donne la parole à la vérité. Et je me suis dit, je vais modifier notre slogan qui est donner la parole au peuple, donner la parole à la vérité. Et la vérité, elle est là, avec toi, avec le peuple, à qui on ne donne pas assez la parole. Et la vérité, et les vrais punchlines, et les vrais punchlines sortent de la bouche du peuple, de la vérité. Tu vois. C'est très bien dit. Ok, super. On parlait tout à l'heure, à un moment donné, tu parlais de la politique. Finalement, tu as cette envie de faire la politique, et tu dis, bon, allez, disons-nous les choses, c'est bien, parce que je vais pouvoir mettre la lumière sur les associations, sur toutes ces personnes, effectivement, qui sont un peu dans l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu fais de la politique sans être politicien ? Et si oui, pourquoi ?
C'est exactement ça. Je pense que toi, moi, d'autres, on fait de la politique dans le sens noble du terme. Oui. Parce qu'en réalité, la politique, c'est faire des actions en direction du peuple. Donc en réalité, on n'a pas monté de parti, mais c'est comme si on avait monté un parti, mais un parti informel, tous ensemble. Tu vois, enfin, certains d'entre nous en tout cas, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est de la politique. Après, même si je n'adhère pas vraiment à tout comment dire, cette dynamique de parti politique, il en faut. C'est pour ça que j'invite des politiques aussi à venir s'exprimer, issus des quartiers ou ailleurs, parce qu'il faut quand même certains des nôtres dans cette sphère-là, qui est une sphère décisionnaire. Alors, moi aujourd'hui, ça y est, je m'en suis souvenu que j'ai fait des choses pour ça, Bloc Grand Radio. Mais voilà, je suis plus dans cette dynamique où je veux monter un parti ici et ça. Mais en tout cas, j'estime qu'il faut que certains des nôtres soient dans cette sphère-là, et il y en a certains des nôtres qui sont dedans, parce que via d'autres activités dont on parlera peut-être tout à l'heure, on a des gars qui sont aujourd'hui à des postes à responsabilité, que ce soit à des postes politiques ou autres, qui font qu'à un moment donné, on arrive comment dire, à proposer des projets, parce que les gars, nos gens avec qui on a grandi aujourd'hui, on fait des formations, on fait des études, ou se sont investis dans certains domaines, et du coup ils sont à des postes à responsabilité, et aujourd'hui on peut travailler. Oui, ils nous représentent comme il faut pour justement nous permettre à ce que nos voix soient entendues et que nos projets en effet soient pris en considération. Donc voilà, pour moi on fait de la politique, dans le sens noble du terme. D'accord, ok. Aboubacar, on est bientôt à la fin de l'émission. Moi j'aimerais que tu nous parles aussi des autres facettes de ton parcours, parce que je sais que l'écriture fait toujours partie de ta vie. Et que tu mènes plein d'autres choses à destination des jeunes en dehors même de ce que tu fais dans le centre social, et qui a justement pour vocation à ce que aussi les jeunes parviennent à révéler leurs talents. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je pense savoir, vu qu'on est un peu connectés. Dis-moi. Quelles sont les autres facettes? Qu'est-ce que tu fais d'autre? À côté, on a monté des entités. Donc moi, je travaille en étroite collaboration avec une entité qui s'appelle SoParks. Qui une entité dont les thèmes récurrents sont la parentalité, l'outil du débat et d'autres choses encore, tu vois. Et du coup, moi j'ai mon entité qui s'appelle Transmission 91 depuis 2013, qui est plus dans la prévention de la délinquance, mais aussi dans le fait de, comme SoParks aussi, de mettre en place des émissions podcast, et aussi de faire des chantiers solidarité, de faire des maraudes. En tout cas, c'est de la prévention de la délinquance. Toutes les activités qui peuvent prévenir de la délinquance, enfin, en tout cas, voilà, dans ce que nous savons faire, on le fait. Et du coup, avec SoParks, on a décidé de travailler en étroite collaboration, dans la mesure où on s'est dit, on va mettre en place des ateliers débats dans différentes villes. Tu vois. Super. Et des ateliers débats où, à la fin de ce cycle, enfin, en tout cas, à la fin de cette dynamique qu'on propose dans ces villes, faire des préconisations. C'est-à-dire, lorsque on est pas mal sur ce sujet des rixes interquartiers dans différentes villes, parce que dans le 91, il se trouve qu'en 2020, il y a eu plus de 350 rixes, tu vois, plus de 300 rixes dans les Sommes. C'est énorme. Tu vois, il y a différents jeunes qui sont décédés, on le voit, et je pense que le confinement, le Covid, y est pour quelque chose aussi, parce que voilà, il y a des jeunes qui ont extériorisé leur frustration, malheureusement, par le biais de la violence, et même des villes qui, à la base, n'étaient même pas dedans, aujourd'hui se sont réveillées. Il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux, où on se fait la concurrence, ci et ça, tu vois. Et du coup, on est allé dans différentes villes, et on va dans différentes villes pour prévenir de tout ceci, mais pas que. Tu vois, il y a différentes thématiques qu'on développe, comme les relations filles-garçons, comme les rapports parents-enfants, les carences affectives. Voilà. Et en tout cas, voilà, mes amis Anne et Aminata, eux, à la base, travaillent dans un projet de réussite éducative, donc sont vraiment, spécialisés dans le fait de travailler avec des familles. D'accord. Et Anne est animateur socio-culturel de base, et travaille pas mal, aussi travaille dans l'enfance, tu vois. Donc il est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Moi qui est spécialisé, on va dire, dans l'insertion sociale, l'animation de jeunes, on va dire, de 11 ans jusqu'à plus, tu vois. Et du coup aussi, à travers nos entités, on a aussi décidé de développer une émission qui s'appelle La Récré Junior, qui est visible sur Génération, où on invite des jeunes qu'on a repérés lors de différents débats à venir débattre
sur la table, la génération, parce qu'on s'est mis après avec génération aussi. Et après, il faut savoir que la récré junior décline d'une émission qui s'appelle La Récré. Parce que tout à l'heure, je me posais la question de quels sont les autres médias. Je te réponds ça, je te réponds à retardement. Donc voilà, il y a disons les choses avec le média bloquant radio, situé à Grigny, et La Récré aussi, qu'on produit avec Barberiche, oui. qui est né de... Enfin, nous, ce qu'on faisait à l'époque, lorsqu'on faisait des émissions néo-musique, on faisait ce qu'on appelait l'after. L'after, c'était prendre nos téléphones et faire des Facebook Live. Et du coup, mettre des débats en place en Facebook Live. Et du coup, à un moment donné, le dernier débat de l'after qu'on a fait, c'est sur les médias rap. D'accord. Où il y avait Bouscapé, il y avait Lord Killer, il y avait Bob de Génération, Juliette Fievé, tout ça. Et à l'issue de cette émission-là, on s'est dit, bon, venez, on crée une émission qui s'appelle La Récré. Le nom a été trouvé par Barberiche, tu vois. Et du coup, on a fait 2 épisodes en 2017 avec Ami, avec Brice Albin, avec Narges, avec Jean-Pascal Zadi, qui a gagné les Césars, là, récemment, enfin, par rapport à Tout simplement Noir. Et à un moment donné, on s'est retrouvé en galère de financement. On en a recherché de 2017 à 2019, et là, des gars sont arrivés à nous, des mecs qui ont une entité qui s'appelait Rap Conviction. Du coup, là, on a redémarré La Récré avec... Bon, à la base, c'est moi qui présentais La Récré, mais on s'est dit Driver, qui pour nous est le summum, vas-y. C'est toi qui as référence, oui. Voilà. Ne serait-ce que sa voix. Ne serait-ce que sa voix. Donc, du coup, on a dit, vas-y, Driver, c'est toi qui vas être le prof, et nous, on va être les chroniqueurs autour. Et jusqu'en 2020, après, à un moment donné, on n'a plus travaillé avec ces mecs-là, et on produit La Récré avec Barberiche, et on a trouvé d'autres investisseurs aussi. Super. Jusqu'à maintenant, La Récré, on y invite des gens, des acteurs issus de ce monde-là, des cultures populaires, ou cultures urbaines, comme ils disent, en tout cas du hip-hop. Et on a bien invité les pionniers, les gens qui ont un background, tu vois, les gens qui ont 20 ans d'expérience et quelques. Donc on peut retrouver des épisodes avec Signer, on peut retrouver des épisodes avec Kondo, des épisodes avec d'autres personnes, Music Feeling même, on a bien invité des gens qui vont monter aussi des médias. Oui, et du coup, La Récré a une espèce d'écho. Ce qui est marrant, c'est que on n'a pas le nombre de vues que plein de médias ont, mais il y a une espèce d'écho qui fait que les capsules tournent, des gens regardent, tu vois, donc on doit être à 15 000 ou 16 000 personnes, 16 000 abonnés, on va dire à tout casser, mais il y a un écho parce qu'on a réussi à mettre en place un programme, même si on n'a pas inventé les talk shows, mais une manière de discuter, de parler qui est propre aux gens issus des quartiers. Complètement. C'est-à-dire, et d'ailleurs même, tu vois, où on parle sans langue de bois, on se dit les choses, mais tout en restant bienveillant, comme on pourrait dire, tu vois, sans rentrer dans la haine et tout ça, mais on dit les choses, tu vois. Et du coup, on a lancé ce ton-là, et puis du coup, il y a tout un mouvement aussi de médias qu'on a décidé de réunir avec nous, tu vois, des gars qui... Starting Block, Cadence Production, Calcium TV, Christ TV, le César Aposphère, voilà. Tout un mouvement qu'on appelait le mouvement sans langue de bois, où vas-y les gars, on se ressemble, on se connaît, venez on se côtoie, venons on fait des featuring comme les artistes. Oui, ouais. Je vois qu'il y a cette facilité de se réunir, de ne pas hésiter à rassembler, ouais, c'est ça. Et à aucun moment tu m'as parlé d'une chose où t'as fait seul et t'es resté seul. Jamais. À chaque fois il y a ce... Et c'est une force, hein. Pour moi c'est clairement ça, vous avez très bien compris effectivement. La force du nombre et le fait effectivement de se rassembler, de se réunir, de partager les choses. Et on voit que justement, ça fait boule de neige, ça vous permet d'aller faire d'autres choses, de démultiplier, de donner des idées aux autres. Et ça m'amène à la dose d'inspi, parce que pour le coup, vous envoyez des doses d'inspi. Hein. Et j'aimerais savoir, c'est quoi ta dose d'inspi, toi, dans la vie ? Ma dose d'inspi dans la vie, c'est la vie. C'est ce moment qu'on passe, toi et moi, à discuter. Moi, c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me nourrit. Et moi, je suis quelqu'un de, comment dire, j'essaie de me détendre un maximum, tu vois, d'être de ceux qui font des choses et voient des gens et discutent avec des gens qui m'apaisent, tu vois. Et discuter, parler, moi, c'est ma vie, tu vois. Aider, faire le super-héros, voilà, comme diraient certains, parfois, tu as vu, en voulant faire à faire trop le super-héros, on arrive à s'oublier, mais j'essaie de m'oublier de moins en moins parce que on a aussi des gens autour de nous, des plus jeunes, la famille, les enfants, et il faut s'en occuper, tu vois. Et parce que c'est notre vie et c'est notre mission première, tu vois. Pour moi, la plus grande des missions, c'est de s'occuper des siens, tu vois. Et ma dose d'inspi, honnêtement, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'amour, tu vois. C'est, pour moi...
voilà, il y a l'expression vive d'amour et d'eau fraîche. Pour moi, elle est réelle cette expression. J'aime l'eau fraîche et j'aime l'amour. Elle est réelle, même si à un moment donné, il nous faut des moyens financiers pour subvenir à nos besoins. Mais en vérité vraie, tu as beau avoir les moyens financiers que tu veux dans ta vie, s'il n'y a pas l'amour, franchement, ta vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, tu vois. Parce que la vie, elle est belle en fait. Elle est belle. Tu avances un peu comme une coquille vide. Ouais, c'est ça. J'emmagasine pas mal d'émotions, de sentiments, même si j'essaie de rester rationnel le plus possible, mais ce sentiment qu'est l'amour, que ce soit de l'amour fraternel, l'amour qu'on peut ressentir pour une femme, que ce soit l'amour de nos parents, l'amour de ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent, c'est ça qui me nourrit, tu vois. Donc, du coup, voilà, pour mon ambition, on est des blagues justifiées et œuvrons, sauvons-nous aussi, avant tout. Important, très important. Super, et je dirais que ça va être notre message de fin, hein, parce que pour le coup c'est une très belle conclusion, et je trouve que souvent c'est ce manque-là qui amène plein de sujets, de problématiques qui sont une telle réalité aujourd'hui, mais c'est aussi l'amour qui nous sauve de plein de choses, donc mettons-la, je dirais, toujours en avant dans notre quotidien et avançons sur tout ce qu'on a envie de réaliser. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé. Tu nous as raconté plein de choses, tu nous as fait un peu remonter dans le temps. C'est bien aussi. Et puis je pense que ceux qui nous écoutent vont découvrir aussi plein de choses, vont en découvrir sur toi. Donc merci d'avoir accepté de venir sur l'émission Dose d'Inspi. Et continue vraiment tout ce que tu fais, parce que tu en envoies des doses d'inspi. Et j'en suis sûre que cet épisode va être une des pépites. Hein. Je tiens à dire que vous en envoyez, t'en envoies aussi. T'as vu, avec votre association sur des Cap Verts, à laquelle vous nous avez conviés avec le refrain. Wilson, dédicace à lui. Exactement, tu vois. Donc Wilson, moi je l'ai rencontré à l'époque avec l'autre refrain. J'ai des trous de mémoire, je deviens vieux. Mais en tout cas, voilà, je les ai rencontrés à une époque où C'était avec Bakary, je crois, non? Non, le refrain footballeur, ancien footballeur pro. Je n'ai plus son nom en tête, mais il se reconnaîtra. Et du coup, je participais à un documentaire sur France 2 qui s'appelle Les Jeunesses Engagées, avec Alissa Ouicha, Rachid Santaki, Abdellah Boudour, et à la base, c'est avec France TV / et c'est Camille Clavel, le réalisateur, et du coup, c'est là que je les ai rencontrés lors d'une projection débat à Saint-Denis. Oui. Voilà. C'est là que j'ai vu Wilson, tu vois. Wilson, un jour, il vient me voir, il me dit « Waouh, ça va ?» Et quand je sors de la projection, il me dit franchement, c'est fort ce que vous faites, tout. » Et il me dit « À ton avis, je sais plus, il me pose la question, je le voyais, il était avec son jogging, avec une moto, tu vois. Et il me dit « À ton avis, moi, je fais quoi comme métier ?» Je dis « Je sais pas, on en discute, et en tout cas, je sais pas, on en est venu à parler de qu'est-ce que tu fais, tu vois. » Je dis « Je sais pas, mon frère, peut-être que t'es... je sais plus ce que je lui ai dit, tu vois. » Il m'a dit, frère, moi je travaille dans une banque, bientôt je serai directeur. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, frère, excuse-moi, regarde, on est encore là en 2000, je sais plus combien, à avoir à penser que, je sais pas, à se dire que tu dois faire tel métier et que... Oui, par rapport au faciès, à la manière d'être habillé. Et j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, frérot, un de ces quatre, tu vas venir et on va discuter, et on doit faire un sujet sur les trentenaires depuis, et voilà, dans ce qui m'a convié avec toi et d'autres à l'émission, et par rapport à la communauté capverdienne, j'ai dit, les gars, venez, on discute, tu vois, c'est important. Et c'est là que je t'ai rencontré, et j'ai dit, cette femme a une lumière en elle, et un fort potentiel, et toi-même, t'es une dose d'inspi. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait chaud au cœur que tu me dises ça. En tout cas, j'espère que ça va continuer encore longtemps. J'aime bien le fait qu'il y ait des ponts qui se créent comme ça. Et c'est exactement ce qui nous renforce encore plus dans tous nos projets respectifs. Donc pour ça, merci. Et puis, j'ai envie de dire à très bientôt, pour plein d'autres sujets. Et force à toi pour tout ce que tu fais. Force à toi aussi, madame. Merci.